Bonsoir. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier le professeur Tarascon de m'offrir l'opportunité de donner ici un cours sur les batteries pour véhicules électriques au Collège de France. Ensuite, bien, je voudrais dire combien je regrette de n'avoir pas pu être ici il y a 15 jours, comme prévu. Bon, c'est à cause d'un malheureux concours de circonstances qui m'a empêché d'être ici comme c'était planifié. Voilà. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, je vais vous parler des batteries pour les véhicules électriques. Alors, le plan de ma présentation est le suivant. D'abord, je rappellerai un peu la pertinence aujourd'hui de fabriquer des véhicules électriques et d'utiliser des véhicules électriques. Ensuite, on verra les différentes technologies de batteries pour ces véhicules électriques ainsi que pour les véhicules hybrides. Puis je me focaliserai sur la technologie lithium-ion, qui est donc la technologie retenue pour les véhicules électriques. Ensuite, on verra quelques aspects comme les performances, la durée de vie, la sécurité, le recyclage et enfin le coût. Alors, d'abord les enjeux du véhicule électrique. Si on fait un bref historique de l'histoire de l'automobile, il faut savoir qu'au début de l'automobile, au début du siècle dernier, eh bien, le parc automobile était composé d'un tiers de véhicules électriques. Alors bien sûr, à ce moment-là, le parc automobile était très réduit, je pense quelques milliers de véhicules dans le monde, mais on avait déjà un tiers de véhicules qui étaient électriques et qui à ce moment-là avaient bien sûr une technologie plomb, la technologie de batterie la plus ancienne. Et puis, tout au long du XXe siècle, ça a été la prédominance du moteur à combustion interne. Et la seule batterie qu'on a dans ces véhicules, c'est une simple batterie 12 volts plomb qui sert essentiellement au démarrage du moteur thermique. Même les accessoires électriques, en fait, puisent leur énergie grâce à l'alternateur et pas directement sur la batterie. Mais au début des années 90, on a vu réapparaître quelques véhicules électriques, quelques prototypes ou quelques flottes de quelques centaines de véhicules, alors, notamment chez Renault, j'ai mis ici quelques exemples. Ces véhicules électriques avaient essentiellement des batteries de technologie nickel-cadmium, donc c'est une technologie assez ancienne, pas très performante, qui présente en plus le problème de toxicité du cadmium. Mais déjà, à la fin des années 90, on avait fabriqué quelques prototypes avec des batteries lithium-ion. Et puis donc, actuellement, c'est-à-dire cette année, dès le mois de septembre, nous lancerons la production véritablement industrielle de véhicules électriques avec des batteries lithium-ion. Alors, en parallèle des véhicules électriques, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les véhicules hybrides, dont la production industrielle a commencé déjà à la fin des années 90. Donc la plus emblématique, c'est bien sûr la Toyota Prius, qui utilisait à l'époque déjà une batterie nickel-métal-hydrure. Et très, très récemment, les véhicules hybrides les plus récents utilisent également la technologie lithium-ion comme comparable à celle utilisée pour les véhicules électriques. Alors, pourquoi est-ce que ça a un sens aujourd'hui de lancer véritablement une production industrielle de véhicules électriques ? Il y a au moins 3 bonnes raisons. La première, c'est le problème de réduction des émissions CO2. Bon, on entend bien sûr depuis quelques années l'importance de réduire les émissions CO2 pour éviter un possible dérèglement climatique. Alors l'automobile, aujourd'hui, il faut savoir que est responsable de 10 à 15% des émissions CO2 dans le monde, donc c'est pas majoritaire, mais c'est quand même pas négligeable. De plus en plus de pays dans le monde s'engagent à réduire leurs émissions CO2. Et par exemple, il y a des incitations fiscales pour que les clients achètent des véhicules qui rejettent le moins possible de CO2. Donc là, j'ai mis les incitations fiscales en France aujourd'hui, et on voit que pour un véhicule rejetant moins de 60 grammes de CO2 par kilomètre, c'est le cas du véhicule électrique puisque théoriquement il est de zéro, on a un bonus intéressant de 5 000 €. Alors, au-delà des émissions CO2 proprement dit pour éviter le réchauffement climatique, l'intérêt du véhicule électrique aussi, c'est de prévoir ce qui va se passer lorsqu'on n'aura plus de pétrole, puisqu'on commence quand même à puiser aujourd'hui dans les réserves. Et puis le pétrole, du fait de sa rareté à venir
mais aussi du fait de tensions géopolitiques, est de plus en plus cher. On voit actuellement le baril, je crois, à plus de $100. Et évidemment, plus le cours du baril est élevé, plus ça plaide en faveur du véhicule électrique. Et enfin, la troisième bonne raison de lancer aujourd'hui des VE, c'est que, bien, on atteint aujourd'hui avec le lithium-ion des densités d'énergie qui permettent une bonne autonomie du véhicule électrique. Il y a encore quelques années, quand on utilisait le nickel-cadmium ou même le plomb, on avait des densités d'énergie 2 à 3 fois plus faibles que le lithium-ion. Ça nécessitait une batterie très lourde, très volumineuse et des autonomies limitées. Et grâce aux progrès faits ces dernières années avec le lithium-ion, c'est de plus en plus intéressant de proposer un véhicule électrique. Alors, pour bien montrer à quel point on peut réduire de façon sensible les émissions CO2 en utilisant le véhicule électrique, on peut voir ce graphe qui représente donc la totalité des émissions CO2, ici, d'un véhicule. En haut, il s'agit des véhicules thermiques, des véhicules conventionnels. Et en bas, ici, en vert, il s'agit des véhicules électriques. Alors, on parle ici des émissions totales CO2, pas seulement de ce que rejette le véhicule quand il roule, mais aussi du CO2 rejeté lorsque on fabrique le carburant, lorsqu'on extrait le pétrole et on l'amène jusqu'à la station-service. Donc ce sont vraiment les émissions totales de CO2, ce qu'on appelle en fait du puits à la roue. Pour un véhicule essence, on voit, j'ai pris des exemples chez Renault, bien sûr, d'une voiture moyenne type Mégane. Une Mégane essence, aujourd'hui, si on compte le rejet total de CO2, du puits à la roue, c'est dans les 184 grammes. Si on regarde la moyenne de la gamme Renault sur 2010, donc la totalité des 2 millions et quelques véhicules qu'on a vendus, on est dans les 158 grammes de CO2 par kilomètre, diesel, essence confondue. Aujourd'hui, notre meilleur diesel, notre meilleur Mégane diesel optimisé est à 133 grammes de CO2. Et si on regarde maintenant le rejet de CO2 du véhicule électrique, donc le rejet de CO2 pour un véhicule électrique, c'est lorsqu'on produit l'électricité, bien sûr. On voit qu'en Europe, on serait à 62 grammes pour un véhicule de même dimension, c'est-à-dire qu'on aurait divisé par plus de 2 le rejet de CO2. Pour la France, où on a beaucoup de nucléaire et d'hydraulique, c'est encore plus faible. On n'aurait que 12 grammes de CO2 émis par kilomètre. Et si on considère les énergies renouvelables qui se développent et qui se développeront, type éolien, photovoltaïque, ou encore de l'hydroélectricité, on est bien sûr proche de 0 gramme. Alors, je ne passe pas sous silence le fait que si l'électricité est produite à base de centrales à charbon, alors là, le bilan est beaucoup moins bon et on se rapprocherait presque d'un véhicule conventionnel. Donc effectivement, le VE aujourd'hui a un sens en Europe et en France parce qu'on produit de l'électricité relativement proprement et probablement dans les prochaines années de plus en plus proprement. Voilà pour le CO2. Maintenant, le véhicule électrique a d'autres intérêts. J'en ai noté 2 par exemple. C'est qu'il n'émet aucune émission polluante en ville. Il n'y a pas tous les problèmes aujourd'hui des moteurs thermiques, même s'ils sont optimisés, s'il y a des filtres à particules, etc. Là, on est vraiment à 0 pollution en ville. Et aujourd'hui, dans les grandes villes, la pollution locale, c'est quand même toujours un problème. Un autre avantage du véhicule électrique, c'est qu'il n'y a pas de nuisance sonore. Là aussi, en zone urbaine, c'est quand même quelque chose d'appréciable. Et on a de plus en plus de clients ou de futurs clients qui nous disent à quel point c'est agréable d'avoir un véhicule silencieux. Ça pourrait être un peu dangereux pour les piétons. C'est pour ça que dans les prochaines générations de véhicules électriques, on va sans doute avoir des systèmes qui vont générer du bruit à faible vitesse pour prévenir les piétons dans les zones urbaines qu'un véhicule arrive. Et puis, un des problèmes jusqu'à présent connus du véhicule électrique, c'est quand même son autonomie par rapport à un véhicule thermique. Un véhicule thermique, aujourd'hui, avec les meilleurs, on peut faire peut-être 1000 km avant de refaire le plein. Un véhicule électrique, on le verra tout à l'heure, on a des autonomies qui vont de 150 à 200 km selon les conditions. Mais on se rend compte que pour la plupart des déplacements en France et en Europe, eh bien, cette autonomie-là est suffisante. C'est-à-dire pour les gens qui vont
à leur travail tous les jours et qui reviennent. Ils font guère plus de 60 km par jour. Et dans ce cas-là, le véhicule électrique est tout à fait adapté à ces clients-là. Alors, comment est-ce qu'on va le recharger, le véhicule électrique? Il y a trois types de charges possibles. La charge qu'on appelle normale, qui va durer entre 6 et 10 heures. La charge rapide, qui arrivera un petit peu plus tard, qui durerait moins d'une demi-heure. Et puis, il y a un système qui n'est pas vraiment une charge, mais qui est un système qu'on appelle Quick Drop, qui permet simplement de doter du véhicule la batterie déchargée, de la remplacer par une batterie chargée. Alors, la charge normale, on pourra la faire soit dans la rue, soit chez soi. Dans la rue, bien, il y a des infrastructures aujourd'hui qui se mettent en place avec un certain nombre de partenaires publics, privés. C'est assez compliqué, mais ça a l'air de bien marcher. Donc on aura des bornes un peu partout, en France notamment, et simplement avec le câble fourni lors de l'achat du véhicule électrique, on se branchera. À ce moment-là, on pourra avoir une petite carte spéciale. Enfin, il y aura plusieurs systèmes d'abonnement éventuels. Et dans la rue, on chargera son véhicule électrique avec donc une puissance relativement modeste, de l'ordre de 3-4 kW. Et pour une charge complète, il faudra attendre entre 6 et 8 heures. Chez soi aussi, on pourra charger son véhicule. Alors, le système recommandé par Renault, c'est ce qu'on appelle une wallbox, c'est-à-dire un système de charge qui se branche simplement sur une prise électrique conventionnelle qu'on a déjà chez soi, mais l'installation de cette wallbox devra être faite quand même par un électricien agréé. Et à partir de là, eh bien, ça se passera comme dans la rue. On aura aussi une puissance de 3-4 kW sur le réseau qu'on a chez soi, de 120 volts, 16 ampères. Il faudra attendre 6 à 8 heures pour une charge complète. On pourra également, si on ne veut pas immédiatement installer une wallbox qui sera quand même optionnelle chez soi, un simple câble qu'on appelle EVSE permettra, sur une prise domestique, une prise de 220 volts 10 ampères, de recharger la batterie également avec une puissance un petit peu moins élevée, donc une durée qui pourrait être un petit peu plus longue, de l'ordre de 10 heures. Donc voilà pour les charges normales, aussi bien donc dans la rue que chez soi, de deux façons possibles. Si vous avez des questions un peu plus précises là-dessus, je pourrais y répondre un petit peu plus tard. La charge rapide. Alors la charge rapide, c'est prévu pour plus tard, peut-être aux environs de 2012-2013. Là aussi, on va équiper le réseau public ou privé, on travaille aussi avec des partenaires, avec des chargeurs plus puissants, ce serait du triphasé 400 volts, plus de 60 ampères, qui permettrait d'avoir des puissances de l'ordre de 20 kW, voire 40, 43 kW. Et avec des puissances de cet ordre, eh bien, on pourrait recharger la batterie en 20 minutes à peu près. Ou la recharger au moins jusqu'à 80% d'état de charge en 20 minutes. Donc là, c'est aussi quelque chose qui pourrait intéresser un certain nombre de clients et un certain nombre de partenaires. Je pense par exemple aux stations-service. Et puis, il y a un système dont on a parlé ces dernières années, qui apparaissait un petit peu révolutionnaire, qui est le fait de remplacer la batterie déchargée par une autre batterie chargée. Donc, la batterie, on le verra, n'appartenant pas en propre au client, la batterie étant louée, bon, il n'y a pas de problème pour échanger sa batterie déchargée par une batterie chargée. Alors ces stations Quick Drop, aujourd'hui, il en est prévu en Israël et au Danemark. Mais ensuite, s'il y a des discussions avec des partenaires pour que ça puisse se généraliser dans d'autres pays. Alors bien sûr, avec cette station Quick Drop, tout est automatisé et en 3 minutes, on arrive à enlever la batterie et en remettre une. Donc voilà les 3 façons de recharger son véhicule pour regagner l'autonomie. Donc la charge normale se fera sur des véhicules de type Kangoo, Fluence, donc qu'on va lancer au mois de septembre, Zoé, qu'on lancera en 2012.
La charge rapide, ce sera sans doute sur l'ensemble de ces véhicules, mais un petit peu plus tard. Et aujourd'hui, le Quick Drop est prévu dès cette année, mais comme je l'ai dit, uniquement en Israël pour le véhicule Fluence. En Israël et au Danemark pour le véhicule Fluence. Un mot sur ce qu'on appelle les services connectés. Le véhicule électrique aura quelques caractéristiques supplémentaires par rapport à un véhicule thermique, du fait de sa particularité. Il aura notamment un système de navigation assez évolué qui permettra au conducteur de savoir son rayon d'action, jusqu'où il peut aller avec l'autonomie qu'il a. Le GPS aussi lui indiquera les stations de charge ou de quick drop les disponibles et les plus proches du véhicule pour qu'il puisse y accéder le plus facilement possible. Il y aura aussi de la communication avec sans doute un système centralisé qui permettra, lorsqu'on recharge son véhicule dans la rue, de savoir à tout moment avec son téléphone portable, par exemple, quel est le niveau de charge de sa voiture, est-ce qu'on peut venir la récupérer, est-ce que la charge est terminée, dans combien de temps elle sera terminée, on pourra même déclencher une charge à distance. Enfin, il y a tout un système aujourd'hui qui se met en place, que je ne connais pas d'ailleurs parfaitement, mais qui permettra au conducteur d'un véhicule électrique de gérer son autonomie de la façon la plus intelligente possible et la plus efficace possible pour jamais se retrouver en panne de batterie, je dirais. Voilà. Alors maintenant, on va passer sur des aspects un petit peu plus techniques. On va parler des technologies de batterie. Alors avant de regarder vraiment les technologies et les chimies qu'on peut utiliser pour les batteries de véhicules électriques, il faut s'intéresser d'abord au niveau de puissance et d'énergie dont on a besoin pour les véhicules aujourd'hui. Alors ici, en ordonnée, c'est la puissance électrique qu'on doit avoir dans un véhicule, et en abscisse, c'est l'énergie électrique requise par les véhicules dont on va parler. Alors aujourd'hui, pour un véhicule conventionnel, besoin électrique, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est simplement une batterie de 12 volts plomb pour démarrer le moteur thermique. On a besoin de très très peu d'énergie et d'un petit peu de puissance pour lancer le moteur thermique. Si on parle des véhicules start-stop, qu'on voit aujourd'hui un peu dans la rue, Renault en prépare également, bon, c'est des véhicules dont le moteur thermique s'arrête au feu rouge et qui redémarre ensuite. On a besoin dans ce cas-là d'une batterie un petit peu plus costaud, un tout petit peu plus puissante et énergétique. Mais là encore, le 12 volts plomb peut très bien faire l'affaire. Par contre, si on parle des hybrides, alors il y a différents types d'hybrides, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas trop le temps aujourd'hui, mais il y a des hybrides qu'on a doux, des hybrides un peu plus full, dans lesquels il y a un peu de rampage en tout électrique. Dans ce cas-là, bien sûr, la nécessité d'avoir des batteries plus énergétiques et plus puissantes commence à se faire sentir. Le dernier type d'hybride ici, qui s'appelle plug-in hybride, c'est en fait, c'est toujours à l'état de prototype. Aujourd'hui, il n'y en a pas encore vraiment dans la rue. C'est un véhicule vraiment moitié électrique, moitié thermique, c'est-à-dire qu'on peut avoir 20, 30, 40 km en tout électrique, et puis un vrai moteur thermique avec un vrai réservoir d'essence. Là, il faut encore une batterie, évidemment, plus énergétique pour assurer une bonne autonomie. Et le véhicule électrique pur, c'est lui, bien sûr, qui requiert la batterie la plus importante en termes d'énergie et de puissance. Donc on voit que là, le gap entre ce qu'on connaît aujourd'hui et ce qu'on lance au mois de septembre est vraiment grand. Donc on est bien obligé aujourd'hui d'avoir une petite révolution dans les technologies de batterie pour passer de ces niveaux de puissance et d'énergie à ces niveaux-là. Là, j'ai rappelé un peu le niveau de tension pour mémoire. Donc, juste pour les véhicules conventionnels, les start-stop, aujourd'hui, le 12-14 volts fait bien l'affaire. 42 volts, on n'en parle plus trop. À un moment, il était question de faire des hybrides 42 volts, mais ça semble être moins intéressant. Et puis, pour les véhicules électriques, on est dans des systèmes dits haute tension, même si ce n'est pas vraiment de la haute tension, si on veut parler proprement, mais c'est des systèmes dont la tension est de l'ordre de 300-400 volts. Alors maintenant, pour les technologies proprement dites, pour les chimies, bon, ça c'est un diagramme un peu bateau, très, très critiquable, mais ça permet très rapidement de voir quand même quelles sont les technologies qui se détachent en termes de puissance ici et en termes d'énergie. Bon, très clairement, on voit ici
que la technologie lithium-ion ou les technologies lithium-ion, parce qu'il y en a plusieurs, c'est celle qui est à la fois la plus énergétique, hein, qui a des densités d'énergie en watts par kilo ou en watts par litre les plus élevées, et de puissance également des watts par kilo et des watts par litre les plus élevés. Le nickel métal hydrure, c'est aujourd'hui la technologie utilisée par la plupart des hybrides, eh bien, est un peu moins intéressante en termes de watts par kilo et watts par litre. Donc clairement, cette technologie-là ne sera pas utilisée pour le véhicule électrique. Technologie nickel-cadmium, des performances encore inférieures, donc c'est celle dont j'ai pu parler tout à l'heure. On a quand même aujourd'hui, dans les années 90, on utilisait cette technologie-là pour les quelques flottes de véhicules électriques. Puis ensuite, il y a, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler des supercondensateurs, qui sont des éléments intéressants en termes de puissance, très très puissants, mais par contre pas adaptés aux véhicules électriques parce qu'ils ils peuvent emmagasiner que très peu d'énergie. Il faut aussi mentionner une technologie qui dérive du lithium-ion qui s'appelle lithium métal polymère. C'est notamment une technologie développée par Bolloré. Donc elle a des performances aussi assez intéressantes en termes d'énergie. Simplement, cette technologie fonctionne bien à des températures d'environ 80 degrés, ce qui est quand même contraignant pour l'automobile parce qu'il faut toujours s'assurer que la batterie est toujours chaude aux alentours de 60-80 degrés pour être sûr qu'elle fonctionne bien. Donc on n'a pas choisi cette technologie-là aujourd'hui. Et puis, il faut aussi mentionner quand même la technologie qu'on appelle Zebra. Donc ça, c'est une technologie à base de sodium, d'une électrode de sodium et de chlorure de nickel, qui est aussi une batterie chaude, hein, encore plus chaude que le lithium métal polymère. Elle fonctionne, celle-ci, à 350 degrés. Donc il faut qu'elle soit bien isolée. Mais aujourd'hui, cette technologie-là, elle a fait quand même ses preuves sur quelques flottes de véhicules électriques. Voilà. Mais très clairement, la technologie aujourd'hui qui se détache pour les véhicules électriques et même pour les futurs véhicules hybrides, c'est la technologie lithium-ion. Alors, le lithium-ion, en quelques mots, bon, comment ça marche? Le principe d'une batterie lithium-ion, hein, ça s'applique à toutes les batteries lithium-ion et pour les portables également. Bien, comme toute batterie, on a deux électrodes, une anode et une cathode. L'anode est composée le plus souvent de carbone, par exemple de graphite, et la cathode est composée d'un oxyde de métal, ça peut être un oxyde de manganèse, de cobalt, de nickel ou un mélange d'oxydes. Et donc, qu'est-ce qui se passe lors de la décharge d'une batterie? Bien, à l'anode, on a un phénomène d'oxydation, c'est-à-dire qu'on a libération d'un électron et en même temps libération d'un ion lithium qui était inséré dans le carbone et qui se désinsère. Et simultanément, à la cathode, on a l'insertion d'un ion lithium dans les sites de l'oxyde de métal et simultanément un électron qui arrive pour réduire ce métal. Donc on a un phénomène oxydatif à l'anode et un phénomène de réduction à la cathode lors de la décharge, donc désinsertion d'un lithium à l'anode et insertion d'un ion lithium à la cathode. Et puis lors de la charge, eh bien, c'est exactement le processus inverse, réversible, qui se produit. Donc voilà très schématiquement comment on produit des électrons, comment on produit de l'électricité avec un système lithium-ion qui est un système donc, d'insertion et de désinsertion d'ions lithium à la fois dans le carbone et dans l'oxyde de métal. Concrètement, le design donc, de ces éléments lithium-ion peut être le suivant. Il y en a plusieurs designs aujourd'hui, il y en a plusieurs en compétition. Là, j'ai donné un exemple qui est utilisé chez nous sur certains de nos prochains véhicules électriques. Eh bien, on a en fait des couches d'anode et de cathode, des feuillets en fait recouverts de carbone et d'autres recouverts d'oxyde de manganèse. Et en fait, on empile ces couches d'électrodes en les séparant par des séparateurs pour obtenir ce qu'on appelle une cellule lithium-ion. Donc, une fois qu'on a empilé ces différentes couches d'électrodes, anode, cathode, eh bien, on rajoute de l'électrolyte, puisqu'il est important pour que la batterie fonctionne bien qu'il ait un électrolyte. C'est un liquide organique dans lequel est dissous un sel de lithium.
Et une fois qu'on a empilé ces différentes couches, donc anode, séparateur, cathode, anode, séparateur, cathode, etc., 10, 15, 20 fois, on a ce qu'on appelle l'élément de base, qui est la cellule lithium-ion, qui est une cellule plate de ce type-là, donc quelques millimètres d'épaisseur. Le format, c'est comme une feuille A4. Peut-être qu'on le voit mieux, voilà. Ça, c'est l'exemple d'une cellule lithium-ion qu'on utilise aujourd'hui pour le véhicule électrique. Sa tension, c'est celle du couple électrochimique classique des lithium-ion. Donc sa tension moyenne, c'est de l'ordre de 3,6 volts. Et c'est vraiment le cœur de la batterie, l'élément de base de la batterie lithium-ion pour VE aujourd'hui. Alors, on va voir ce qu'on en fait exactement de cette cellule. Pour passer de la cellule à la batterie, il y a quand même quelques étapes supplémentaires. Classiquement, ce n'est pas classique, mais c'est un exemple. Aujourd'hui, c'est l'exemple de ce qu'on fait, par exemple, pour le Kangoo ou pour l'affluence. Ces cellules lithium-ion, on les met dans ce qu'on appelle des modules, qui ont la même surface, et on met 4 cellules par module. On empile les cellules, on les interconnecte, bien sûr, en série en parallèle, en fonction de la tension qu'on souhaite, et on obtient des modules. Et ensuite, ces modules, ces sortes de petits caissons métalliques qui contiennent les cellules, eux-mêmes, on les empile, on les stack et on les connecte électriquement et mécaniquement pour former ce type de stack. Et une fois qu'on a formé ces stacks de modules, on les met dans le bac batterie et la batterie est, pour ainsi dire, réalisée de cette façon. Là, je montre l'exemple de la batterie du Kangoo, où on a donc en fait 48 modules, 2 stacks de 24 modules qui forment en fait l'essentiel de la batterie. Alors, la batterie, c'est quand même pas uniquement des modules. Il y a aussi plein d'autres choses qui tiennent moins de place, qu'on ne voit pas trop là, mais j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Il y a aussi, bien sûr, de l'électronique. Il faut un contrôleur pour faire du monitoring, contrôler les tensions, les courants, la température, etc. Donc il faut aussi d'ailleurs des capteurs de température, il faut des capteurs de courant, il faut des relais de puissance, il faut un certain nombre j'allais dire, tripailles mécaniques pour que tout ça ait une cohérence. Il faut éventuellement un système de refroidissement. Et là, vous avez donc l'exemple du pack batterie. Là, il est ouvert, donc on met un couvercle simplement. Et ensuite, ce pack batterie est mis, dans le cas du Kangoo, sous le véhicule. Le pack est assez plat, il doit faire dans les 25 cm d'épaisseur, à peu près la largeur du véhicule, peut-être dans les 1,20 m et environ 80 cm de longueur. Donc il est, je dirais, relativement compact. Et on peut le mettre dans un véhicule de type Kangoo, à la place du réservoir d'essence notamment, sans perdre de la place. On peut garder le plancher plat, le même volume utile, la même charge utile. Donc voilà, là j'ai mis l'exemple d'un Kangoo long. La batterie peut paraître peut-être un peu petite là, parce que c'est un Kangoo. On a 2 types de Kangoo, on a le Kangoo normal et le Kangoo long. Ici c'est le Kangoo long. Sur le Kangoo normal, la batterie apparaîtrait peut-être un petit peu plus volumineuse que ça. Et aujourd'hui, l'énergie de la batterie, c'est aux environs de 20-22 kWh pour nos véhicules électriques. Voilà comment ça se passe, donc grosso modo, la réalisation et la composition d'une batterie pour véhicule électrique. Je rentre un tout petit peu dans les détails quand même de cette batterie-là. Donc je prends toujours l'exemple du Kangoo. Donc on voit ici le pack en vue éclatée, donc le carter inférieur, le carter supérieur en métal. En bleu ici, donc les modules qui contiennent les fameuses cellules lithium-ion. Ici, on les voit de manière schématique. Donc ici, c'est très schématique, c'est pour expliquer tous les composants qui se trouvent dedans. Donc on a principalement les modules, donc en 2 parties. On a donc le fameux le calculateur, qu'on appelle aussi BMS, Battery Management System, qui est l'électronique qui permet en particulier de mesurer les tensions, mais il permet aussi d'équilibrer en tension chacune des cellules. On a ce qu'on appelle un boîtier de connexion, qui renferme notamment les relais de puissance. Bon, ça, c'est aussi important de piloter des relais qui permettent d'ouvrir et de fermer le circuit. On a le connecteur haute tension, donc, qui est relié avec l'extérieur et qui va vers le moteur pour l'alimentation du moteur électrique. On a quand même encore besoin du 12 volts, notamment pour alimenter le calculateur électronique, et puis pour envoyer tous les signaux, tous les messages
type valeur de tension, valeur de courant, valeur de température, donc au superviseur véhicule. Donc on a aussi un connecteur basse tension. On a un fusible. On a aussi ce qu'on appelle un service plug ou un disjoncteur. C'est ce qui permet, lors des opérations de maintenance, de sectionner le réseau de tension pour mettre la batterie en sécurité, dans le cas où les relais resteraient collés. C'est une sécurité supplémentaire. Et on a, dans certains cas, mais pas toujours, un système de refroidissement, type refroidissement par air. Alors, si on s'intéresse aux performances aujourd'hui des batteries pour véhicules électriques, performance, qu'est-ce que ça veut dire ? Essentiellement, l'énergie et la puissance. Alors, l'énergie, pourquoi ? L'énergie, ça s'exprime en wattheures, et c'est ce qui permettra directement de déterminer l'autonomie du véhicule. Plus on aura de l'énergie embarquée, et plus le véhicule pourra aller loin. Alors, les performances des batteries, on les exprime, comme sur le graphe tout à l'heure, en wattheures par kilo, en wattheures par litre. Il est évident que plus on aura une technologie qui aura des wattheures par kilo élevés, plus la batterie sera légère, et plus les wattheures par litre seront élevés, plus la batterie sera compacte. Voilà. Alors, ce qu'il faut quand même savoir quand on parle d'énergie d'autonomie, c'est que l'autonomie ne dépend pas seule de l'énergie embarquée, mais dépend aussi de bien d'autres facteurs, tels que la façon dont on conduit le véhicule. Si on le conduit de façon trop sportive, trop dynamique, trop violente, bien sûr, on consommera plus et on risque de diminuer son autonomie. Après, il y a des choses qui sont indépendantes du conducteur, telles que le parcours. Si on fait beaucoup de montagnes, évidemment, on a besoin de plus d'énergie au kilomètre, donc l'autonomie risque de diminuer. Puis il y a aussi tous les auxiliaires électriques, type chauffage l'hiver ou climatisation l'été, qui peuvent être de gros consommateurs électriques. Donc là aussi, ça peut, si on les utilise, ça peut être un facteur qui diminuera l'autonomie. La puissance de la batterie, c'est ça qui va notamment déterminer les performances du véhicule en termes d'accélération. Plus la batterie sera puissante, plus on aura sous le pied de la réserve et des accélérations pour doubler un véhicule. Voilà. Il faut aussi parler pas seulement de puissance de décharge, mais aussi de puissance de recharge. On a vu tout à l'heure que pour faire de la charge rapide, on allait imposer à la batterie 20 voire 40 kW. Donc il faut que la batterie ait une bonne capacité aussi à accepter ces puissances-là à la charge pour se recharger rapidement. Donc la puissance, on l'exprime classiquement aussi en watts par kilo et en watts par litre. Et il faut savoir aussi que la puissance, pour une technologie donnée, c'est aussi quelque chose de très vague si on ne précise pas à quelle température, à quel état de charge de la batterie, quelle est la durée, est-ce que c'est une puissance pic, est-ce que c'est une puissance continue, puisque par exemple à froid, à moins 20 degrés, il faut reconnaître que le lithium-ion est quand même nettement moins puissant qu'à 25 degrés. Donc une fois qu'on a déterminé quelles sont les performances qu'on attend d'une batterie, donc essentiellement en termes d'énergie et de puissance, ensuite il faut s'assurer que cette énergie et cette puissance sont pérennes dans le temps, puisque le véhicule on va l'utiliser 5-10 ans, et il faut donc bien s'assurer qu'en fonction de cette utilisation-là, du nombre de cycles qu'on va réaliser, des températures extérieures plus ou moins élevées en fonction des pays, on va pouvoir garantir ce niveau d'énergie et de puissance, c'est-à-dire ce niveau d'autonomie et de performance du véhicule. Alors justement, la durée de vie, je vais en dire quelques mots là sur les 2-3 slides suivants. Pourquoi finalement est-ce qu'une batterie, elle se dégrade ? Eh bien, les deux raisons de dégradation, c'est qu'une batterie, on va l'utiliser, bien sûr, on va la cycler, on va la décharger quand on va rouler, on va la recharger quand on va brancher la batterie sur la borne de recharge. Et puis simplement, une batterie, quand on la stocke sur un parking, par exemple, naturellement, elle va lentement se dégrader. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que la dégradation d'une batterie ? Du fait de cycler ou de stocker une batterie, on a très lentement, très progressivement,
une altération des matières actives, c'est-à-dire une altération des matériaux d'électrode, aussi bien à l'anode qu'à la cathode, ainsi qu'une passivation des interfaces, par exemple les interfaces entre les matériaux actifs et l'électrolyte. On peut avoir des dépôts sur ces matériaux actifs qui vont petit à petit rendre, donc, dans le cas des matières actives, rendre inertes certains sites, c'est-à-dire que certains sites où on voulait insérer le lithium vont devenir inertes et donc on va avoir une baisse de la capacité de la batterie. Et pareil, si les interfaces, s'il y a des passivations sur les interfaces, on risque d'augmenter la résistance interne de la batterie, ce qui n'est pas bon pour la puissance. Donc c'est ce que j'ai noté là, hein. Altération donc des matières actives aux électrodes, ça veut dire que, par exemple, certains sites deviennent interdits aux ions lithium. Ça veut dire dans ce cas-là qu'on a une baisse de la capacité de la batterie. On peut stocker moins d'électrons dans la batterie finalement. Et une passivation de certaines interfaces de la batterie, ça va induire une augmentation de la résistance interne de la batterie. Et les conséquences de ça sur le véhicule, donc qui dit moins d'électrons stockés dit moins d'énergie utile stockée, et qui dit augmentation de résistance interne dit une possible diminution de la puissance. Donc, comment ça va se concrétiser sur le véhicule? Eh bien, si on a une diminution sensible de l'énergie, on pourra avoir une autonomie en baisse, et si on a une diminution de la puissance théorique, on pourra avoir des performances véhicules moins bonnes. Alors, attention, ça, faut être quand même... faut voir que ça reste quand même théorique, parce que si ça peut être transparent pour le client, si la résistance interne augmente, mais pas de façon de façon assez limitée, à ce moment-là, le client ne se rendra pas compte que la batterie est moins puissante. On aura toujours les mêmes niveaux de puissance. Pareil, si la capacité diminue dans des proportions, on va dire, raisonnables, à ce moment-là, on pourra quand même garder l'autonomie sous réserve qu'on ait eu une marge au départ. Donc, qui dit altération, perte légère de capacité ou augmentation légère de résistance interne ne dit pas automatiquement une baisse de l'autonomie ou une baisse des performances du véhicule. Il y a des stratégies en place pour éviter que ce soit ressenti directement par le conducteur. Toujours pour terminer avec le vieillissement d'une batterie, on peut s'intéresser aux facteurs de vieillissement. Alors, avant de définir les trois facteurs de vieillissement, les deux causes principales, ce sont la température, donc la température ambiante, hein, c'est-à-dire le pays dans lequel va évoluer le véhicule, et le profil de roulage, c'est-à-dire l'utilisation par le conducteur du véhicule. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la température ambiante va évidemment directement influer sur la température de la batterie, et le profil de roulage va aussi directement influer sur la température de la batterie. Plus le profil sera sévère, plus le terme RI2 de la batterie sera élevé, et plus la batterie aura tendance à s'échauffer. Donc la température, c'est un des trois facteurs de vieillissement de la batterie. Alors bien sûr, pour compenser un peu cette élévation de température, on peut mettre en place un système de refroidissement qui peut limiter cette élévation. Les deux autres facteurs de vieillissement, donc, qui vont entraîner ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, l'altération des matériaux actifs et les passivations des interfaces, c'est aussi tout simplement le nombre de cycles. Il est évident que plus on sollicite les structures, les électrodes, en désinsérant les matériaux pendant des milliers de cycles, eh bien, on fatigue un peu la structure, et donc c'est un facteur de vieillissement. Plus évidemment on utilise, plus on fait de kilomètres en fait, et plus la batterie aura tendance à se dégrader. Puis en fait, il y a un troisième facteur dont je n'ai pas parlé, qui est l'état de charge moyen. SOC, c'est l'état de charge, hein, state of charge. C'est-à-dire que dans certains cas, on remarque par exemple que si on a tendance à laisser très longtemps un véhicule une batterie stockée à haut état de charge, on peut avoir à la cathode des phénomènes d'oxydation qui sont des processus assez lents, mais qui petit à petit dégradent donc l'électrolyte et font vieillir la batterie.
Donc en gros, les trois facteurs aujourd'hui qui sont identifiés qui font vieillir la batterie, c'est la température. Donc on va essayer toujours de se ramener à des températures les plus faibles. L'énergie cumulée, ça, on n'y peut pas grand-chose. On a le droit d'utiliser le véhicule chaque fois qu'il est chargé. Et l'état de charge moyen de la batterie. En gros, plus l'état de charge moyen est faible, et mieux c'est pour la batterie. Mais c'est pas aussi... Après, on rentre dans des processus chimiques qui ne sont pas aussi évidents que ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit C'est un exemple ici. Comment se matérialise ce vieillissement de batterie? On voit qu'entre l'état initial, ici, pour la capacité ou l'énergie de la batterie, on va avoir une dégradation qui peut être un peu plus rapide les premiers temps, et ensuite une relative stabilisation de la capacité donc de la batterie, donc de l'autonomie du véhicule électrique. Alors ici, j'ai mis temps. On a des modèles qui permettent d'évaluer ces diminutions de capacité sur plusieurs années. Donc, on fait aujourd'hui un certain nombre de tests dans des laboratoires avec des procédures, tests accélérés, etc. On combine ça avec des modèles pour estimer la perte de capacité de la batterie sur plusieurs années d'utilisation. Pareil, pour la résistance interne, on a une augmentation qui peut être plus importante au début et ensuite relativement stabilisée. Qu'est-ce qu'on fait pour contrôler finalement ce vieillissement de la batterie? Déjà, à la base, il faut essayer de choisir les meilleurs matériaux d'électrodes possibles qui vieillissent le mieux possible. Le choix du design de la batterie et également du design de la cellule peut aussi impacter la durée de vie. Ensuite, comme je disais à l'instant, avec tous les tests qu'on fait sur ces éléments lithium-ion, on a des modèles qui nous permettent d'estimer le comportement de la batterie sur plusieurs années d'utilisation. Et puis, une fois qu'on a fait tous ces calculs ou ces tests, on dimensionne la batterie correctement avec une énergie initiale suffisante qui permettra d'assurer au client une autonomie tout au long de l'utilisation de sa voiture. Oui. C'est bon. Pour aller un petit peu plus vite, et je vais passer ici sur ce slide-là qui montre simplement que lorsque la batterie vieillit, effectivement, on a une diminution de sa puissance qu'on voit ici en pointillé et une diminution de sa capacité. Pour les aspects sécurité, donc là, contrairement aux performances, énergie, puissance, où on peut trouver des compromis, pour la sécurité, là, il n'y a aucun compromis possible. On doit mettre sur le marché un véhicule électrique aussi sûr qu'un véhicule thermique actuellement. Donc on a tout un tas de procédures, de processus qui permettent en fait de balayer tout ce qu'on appelle les événements indésirables qui peuvent arriver aux clients, d'un point de vue sécuritaire, bien sûr. Donc ça se fait de manière exhaustive. Et à partir de là, quand on a balayé tout ce qui peut se passer, même avec des probabilités très faibles et des statistiques très faibles, on identifie, on met en place une contre-mesure pour éviter d'arriver à un tel événement. Alors cette contre-mesure, elle peut déjà exister dans la conception même de la batterie, qui peut être suffisamment sécuritaire. Si elle n'existe pas, on rajoute des systèmes de sécurité, par exemple des contrôles électroniques redondants. On peut, par exemple, contrôler la tension des éléments lithium-ion de manière redondante, avoir deux systèmes qui contrôlent. S'il y en a un qui est défaillant à un moment, l'autre prend le relais, pour s'assurer que dans n'importe quelle circonstance, le véhicule restera en sécurité. Pareil, lorsqu'on fait ces études assez théoriques, on se rend compte qu'il faut faire un certain nombre de tests sur des éléments, des cellules, des modules, des packs entiers, donc des tests de surcharge, de court-circuit interne, externe, pour voir comment se comporte la batterie lorsqu'elle est soumise à de tels tests abusifs, et derrière, mettre en place des contre-mesures si c'est nécessaire. Enfin, avant de passer au coût, un mot sur le recyclage. Ça, c'est quand même quelque chose d'important aussi. Alors, que dit aujourd'hui la réglementation, notamment la réglementation européenne? Elle dit que
le metteur sur le marché, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais doit assurer le recyclage du produit qui est mis sur le marché. Donc, aujourd'hui, c'est le constructeur automobile qui met finalement la batterie sur le marché. Donc le constructeur automobile est responsable du recyclage de cette batterie. Bon, n'étant pas des recycleurs, eh bien, on travaille avec des sociétés spécialisées dans le recyclage pour, dès maintenant, mettre en place les filières de recyclage des batteries lithium-ion pour nos véhicules électriques. La directive européenne aujourd'hui dit qu'on doit normalement recycler au moins 50% de la batterie en masse. Alors aujourd'hui, 50% de la batterie recyclée, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ce n'est pas si clair. La méthode de calcul est actuellement reconsidérée. Bon, enfin, on suit ça de près. Quand on parle de recyclage, il ne faut pas seulement tenir compte du ratio réglementaire, mais il faut aussi regarder que lorsqu'on va recycler cette batterie, eh bien, on va le faire de manière la plus propre possible. Il ne faut pas recycler à n'importe quel prix. Si on recycle les matériaux, mais qu'en même temps on rejette énormément de polluants dans l'environnement, ce n'est pas très efficace. Et puis, en ce qui concerne le recyclage, la réglementation évolue vite, elle se durcit rapidement, donc il faut constamment anticiper les évolutions de la réglementation européenne et être au-delà de ce qu'exige aujourd'hui la réglementation. Au niveau des process, il faut quand même noter qu'aujourd'hui, recycler une batterie de véhicule électrique, c'est quand même beaucoup plus complexe que recycler une pile d'ordinateur ou de téléphone portable, parce que les batteries sont lourdes, il faut déjà les collecter, il faut les transporter. Vous avez vu qu'un pack batterie, c'est complexe, il y a beaucoup de composants dedans, donc il faut le démonter, dans des bonnes conditions de sécurité d'ailleurs. Donc c'est une procédure beaucoup plus complexe que pour les piles. Et lorsqu'on arrive vraiment aux cellules lithium-ion, il y a aujourd'hui 2 procédés pour les recycler. Il y a le procédé qu'on appelle pyro. En gros, on brûle tout, puis on récupère les métaux, type cuivre, nickel, etc. Il y a un procédé plus doux qui consiste à d'abord broyer et ensuite, par des solutions aqueuses, à distinguer, à différencier les différents matériaux. Et avec ce procédé-là, on arrive à récupérer plus de matériaux, donc à augmenter le taux de recyclage. Donc aujourd'hui, on travaille avec les recycleurs avec ces 2 procédés-là. Le coût, c'est aussi important du recyclage. On se rend compte que, contrairement aux batteries de téléphone portable ou d'ordinateur, il n'y a pas de cobalt, ou très peu dans les batteries de véhicules électriques. Donc c'est difficile à valoriser, parce qu'aujourd'hui, le cobalt est un métal qui se revend cher. Alors c'est intéressant aujourd'hui de recycler les piles des portables, mais peut-être moins pour les véhicules électriques. Et puis, là je vais passer rapidement, mais j'ai parlé du recyclage proprement dit, mais au-delà du recyclage, on s'intéresse de manière plus large à ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie, qui va de l'extraction des matières premières pour fabriquer les batteries à la fabrication des batteries proprement dit, leur utilisation jusqu'au recyclage. Donc à toutes ces étapes-là, il y a du transport, on doit apporter de l'énergie, on rejette des déchets. Donc on fait le bilan global, le bilan environnemental global, de la matière première jusqu'au recyclage, pour s'assurer qu'on respecte les règles et qu'on est toujours en accord avec qu'on respecte le mieux possible l'environnement. Voilà, pour terminer, je vais terminer avec le coût. Donc il ne faut pas se cacher aujourd'hui qu'une batterie lithium-ion pour véhicule électrique, ça reste cher, mais que plus les volumes vont augmenter et plus ces coûts vont diminuer, comme toute production industrielle. En plus, on a aussi quelques idées pour réduire petit à petit les coûts des matériaux et des process qu'on utilise actuellement. Alors l'idée aujourd'hui, c'est plus que l'idée, c'est même ce qu'a annoncé Renault récemment. Aujourd'hui, un client, avec l'aide bien sûr gouvernementale, n'achètera pas son véhicule électrique plus cher qu'un véhicule conventionnel équivalent. Donc par exemple, pour un Kangoo, un véhicule utilitaire, il paiera 15 000 € hors taxe, c'est-à-dire le même prix qu'un Kangoo diesel, avec bien sûr l'aide gouvernementale. Et ensuite, le coût d'usage, l'idée, c'est que ce ne soit pas plus cher qu'un véhicule diesel, voire moins cher. Alors,
qu'est-ce qu'on met dans le coût d'usage? Bon, bien sûr, il y a un petit peu de maintenance, comme tout véhicule. Il y aura un loyer de batterie de l'ordre de 70-80 euros par mois. Il y a déjà eu quelques annonces de fait. Et puis, il y aura bien sûr le coût de l'électricité qui est quand même marginal. Aujourd'hui, pour faire un plein, on estime à environ 2 euros pour charger complètement la batterie. Et donc, ce coût d'usage, en arrivant à le faire inférieur à un coût d'usage d'un véhicule thermique, donc coût d'usage d'un véhicule thermique, c'est maintenance plus le diesel qu'on met dedans, on devra avoir une économie pour le client. Alors bien sûr, plus le client roulera, et plus il fera d'économies. Plus le pétrole sera cher, et plus évidemment le client véhicule électrique fera des économies. Donc aujourd'hui, c'est notre modèle-là, et on a aujourd'hui établi le coût du loyer batterie pour que le client puisse à la fin, évidemment, s'y retrouver, pour que ce soit intéressant pour lui. La conclusion, je finirai simplement par rappeler de manière un petit peu synthétique les véhicules qu'on va mettre sur le marché prochainement. Donc, dès le mois de septembre, on aura plusieurs versions du Kangoo, donc des versions utilitaires. Donc, ce sera un Kangoo électrique qui aura une puissance de 44 kW, une vitesse maximale de 130 km/h et une autonomie sur cycle européen de 170 km, donc c'est celle qu'on annonce. Elle pourrait être plus élevée dans des conditions favorables, elle peut être aussi moins élevée dans des conditions plus sévères. À la même époque, vers le mois de septembre, on lancera en Israël, mais aussi en France et dans d'autres pays, l'Affluence, donc une voiture qui n'est pas utilitaire dans ce cas-là, qui est plus familiale, avec 70 kW. Une autonomie aujourd'hui annoncée à 185 km, toujours sur le même cycle, puis qui aura une batterie avec un système Quick Drop. Pour Noël, normalement, on devrait avoir... alors, ce n'est pas vraiment une automobile, c'est homologué comme un quadricycle, avec permis B, si on veut aller jusqu'à 75 km/h, ou à partir de 16 ans pour 45 km/h, donc il y aura deux versions. Il y aura une centaine de kilomètres d'autonomie, donc ça c'est un petit véhicule urbain 2 places. Et puis, mi-2012, il y aura la Zoé, qui sera une voiture qui aura 60 kW de puissance. Son autonomie aujourd'hui n'est pas encore annoncée, mais il est évident que son autonomie ne pourra qu'être supérieure aux autonomies des véhicules qui seront lancés cette année. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je n'ai pas été trop long.